Bonjour, alors dans cette troisième vidéo, je continue mon cours de physiologie de la reproduction avec le troisième volet du plan du cours qui est intitulé cycle reproducteur, hormones stéroïdes et hormones gonadotropes. Voilà. Alors, un aperçu sur les cycles de reproduction chez les mammifères. On distingue le cycle œstral et le cycle menstruel. Alors, on a soit une ovulation spontanée, soit une ovulation qui est provoquée par l'accouplement. Alors, la majorité des espèces ont une ovulation spontanée, d'accord? C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'être provoquée par des facteurs externes, d'accord? Il y a juste les facteurs endogènes qui contrôlent cette ovulation, qu'on va voir par la suite. Alors, dans cette ovulation spontanée, on a soit le cycle œstral, soit le cycle menstruel. Quelle est la différence? Dans le cycle œstral, il est marqué par l'œstrus. C'est quoi l'œstrus? C'est la période des chaleurs chez les mammifères. C'est la période de chaleur. Alors, le cycle menstruel, il est marqué par les menstruations. Et les menstruations, c'est la destruction de l'endomètre utérin à la fin du cycle qui provoque bien sûr un saignement vaginal. Alors ces menstruations existent uniquement chez une seule famille c'est la famille des primates au niveau de la classification. Au niveau de la classification, on a la famille des primates et la famille des primates, c'est la femme et la femelle des singes qui ont un cycle menstruel. La majorité des autres espèces ont un cycle œstral marqué par la période de chaleur juste avant l'ovulation. Un autre cas, donc soit une ovulation spontanée, soit une ovulation provoquée par l'accouplement, particulièrement, par exemple, les carnivores, par exemple, chez la chatte. Chez la chatte, eh bien, l'ovulation ne peut pas avoir lieu si elle ne s'accouple pas avec le mâle. Ce sont les stimuli tactiles de l'accouplement qui provoquent le pic de LH par la suite, et donc l'ovulation, qui provoque l'ovulation. Voilà. Alors, quelles sont les terminologies dans ce cycle œstral? Alors, l'œstrus, c'est la période de chaleur qui précède l'ovulation. Ici, on représente des follicules de façon schématique. Alors, ça, c'est un follicule qui ovule, d'accord? C'est lors de l'ovulation. À partir de l'ovulation, il se transforme, il devient un corps jaune. Ça, c'est le corps jaune. Et toute la durée où le corps jaune est actif, elle s'appelle la phase lutéale. Justement, le nom de la phase lutéale vient du nom du corps jaune. Le corps jaune en latin, c'est le corpus luteum. Et donc, on parle de la phase lutéale. Et justement, le follicule, il se lutéinise. C'est-à-dire, il subit la lutéinisation. C'est la transformation du follicule qui a ovulé en corps jaune. D'accord? Dans cette phase lutéale, juste après l'ovulation, on a la phase de médestrus. Juste après l'œstrus, et vers la fin, on a la phase de diœstrus. Au niveau de diœstrus, on assiste à la destruction du corps jaune à la fin de la phase lutéale, c'est la lutéolyse pour destruction du corps jaune. Et donc, quand une phase folliculaire commence, c'est la phase de développement des follicules qu'on a vu pas tout à l'heure, mais dans la vidéo précédente. Donc, le recrutement de nouveaux follicules qui intègrent des vagues de développement folliculaire. Voilà, et donc, on assiste au pro-œstrus avant, donc, l'œstrus qui va être à la fin de la phase folliculaire précédant l'ovulation. Alors, l'évolution des cycles. Alors, le début des cycles se fait au niveau de la puberté. C'est au niveau de la puberté que démarrent les cycles reproducteurs. Alors, chez les primates, la femme et la femelle, les femelles de singes, on assiste à une ménopause, l'arrêt des cycles. L'arrêt des cycles. D'accord? C'est la ménopause. L'interruption des cycles, chez les autres espèces qui ont un cycle œstral, on parle d'anestrus, ane en français, c'est privatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œstrus. Il n'y a pas d'œstrus. L'interruption de cycle, c'est-à-dire l'anestrus, on va la voir pendant la gestation. Donc c'est un terme qui est valable aussi pour la femme. Donc pendant la gestation, il n'y a pas de cycle, d'accord? Mais ça, c'est un terme qui a été donné à l'interruption des cycles, on l'a appelé anestrus, d'accord?
Eh bien, l'arrêt des cycles se fait, l'interruption se fait pendant la gestation, pendant la période qui suit la mise bas chez les mammifères et l'accouchement chez la femme. Et ces deux termes sont, c'est-à-dire sont nommés par un terme scientifique, physiologique qui est connu, qui est la parturition, c'est le terme scientifique, c'est la parturition. Et donc, juste après la parturition, on parle de post-partum, c'est-à-dire la période qui suit la parturition. Et pendant cette période, après l'accouchement chez la femme, pendant cette période, donc post-partum, eh bien, il y a un anostrus, il n'y a pas de cycle. Et aussi pendant la lactation, toute la durée de la lactation en général. On va voir ça dans les vidéos suivantes, d'accord? Et en général, il n'y a pas de cycle pendant que la femme allaite. Et bien sûr, il y a aussi les rôles de facteurs nutritionnels qui interviennent dans l'interruption des cycles. Quels sont les événements du cycle menstruel? Alors, au niveau des ovaires, on a ici l'évolution des follicules qui se développent, qui par la suite, au niveau de l'ovulation, donc au niveau du 14e jour, ils vont ovuler, deviennent le follicule ovulateur, un seul follicule ovule, et le follicule devient encore jaune, d'accord, jusqu'à la fin, il est détruit, donc à la fin du cycle. FC, c'est les follicules cavitaires, donc ici c'est le follicule cavitaire, ici c'est le follicule mature, d'accord? Et ici, c'est la pente ovulaire. La pente ovulaire, c'est-à-dire que le follicule mature va pondre l'ovule et il se transforme, il se lutéinise, se transforme encore jaune, d'accord, pendant la phase suivante. La première phase de développement folliculaire s'appelle la phase folliculaire et la deuxième phase, c'est la phase lutéale, donc la phase de développement du corpus lutéum qui est le corps jaune. Alors, parallèlement à ça, au niveau du tractus génital, il y a des changements au niveau de l'épaisseur de l'endomètre utérin. Eh bien, regardez. Donc, le début du cycle est marqué par, en fait, là, c'est la fin du cycle qui correspond au début du cycle qui est marqué par les règles. À la fin des règles, on commence, à la fin des menstruations, les règles, c'est les menstruations, on commence à numéroter le cycle. C'est le 0 jour. C'est la fin des menstruations. Alors, toute cette phase-là, pendant toute cette phase-là, c'est la phase proliférative. Les règles, c'est quoi? C'est les menstruations. J'ai dit, c'est la destruction de cette couche endométriale. L'endomètre, il est détruit c'est-à-dire à la fin du cycle, elle est détruite, mais elle va donc pendant une période, donc elle va proliférer. Donc elle va proliférer donc à la fin ici au niveau à la fin des règles, elle va proliférer. Donc les règles, c'est la destruction, puis après il y a la prolifération, d'accord? La prolifération de cet endomètre utérin. Voilà, c'est la phase prolifératrice. On dit aussi phase proliférative. D'accord? Et à partir du 14e jour, parallèlement à la phase lutéale dans l'ovaire, au niveau de l'utérus, il y a la phase sécrétoire, c'est-à-dire que l'endomètre utérin, il se différencie en glande et il devient sécrétoire. Parallèlement au cycle de l'ovaire et au cycle utérin, il y a les températures du corps. Eh bien, les températures du corps changent au niveau chez la femme, au niveau du cycle. Alors, dans la phase folliculaire, les températures sont un petit peu plus basses et pendant l'ovulation, il y a une augmentation, on parle pas de 1 degré, mais c'est 1/10 de degré, hein, 0,5, 0,6, 0,7, 0,9 et, d'accord, voilà, et degrés Celsius, ok, ça c'est les jours du cycle. Et on assiste à une légère augmentation de la température lors de l'ovulation. Qui peut aller jusqu'à 37,1,5 ou 1,2, 37,15, 37,2 degrés. D'accord? Et elle reste un bon moment pendant la phase lutéale pour diminuer à la fin du cycle. Alors ça, c'est la température de base. Et ça, c'est le plateau thermique, le plateau de température corporelle durant la phase lutéale. Alors, on va examiner un peu ou regarder ce qui se passe au niveau de l'axe gonadotrope chez la femelle en général. Je représente ici l'hypothalamus,
avec les neurones hypothalamiques, sécréteurs hypothalamiques, donc particulièrement les neurones AGNRH. Et ici, l'hypophyse. Alors, c'est l'hypophyse antérieure. C'est l'hypophyse antérieure qui sécrète les cellules. Donc, ce sont les cellules gonadotropes adéno-hypophysaires. Adéno-hypophysaires, donc l'hypophyse antérieure s'appelle l'adéno-hypophyse. Donc, ce sont les cellules adéno-hypophysaires, d'accord, qui sécrètent, bien sûr, la FSH et la LH stimulées par le GNRH. Voilà. Et cette FSH et LH passent dans la circulation, vont dans l'ovaire pour stimuler au niveau des follicules. Donc au niveau, la LH stimule, on va voir ça tout à l'heure, la LH stimule la thèque interne pour sécréter la testostérone qui passe dans la granulosa, stimulée par la FSH, elle donne l'œstradiol. D'accord? Ces estrogènes et aussi la progestérone, on a vu la cascade de biosynthèse des hormones stéroïdes dans la vidéo, la vidéo 1, et donc on a vu que un intermédiaire de synthèse, c'est la progestérone. Donc le cholestérol, c'est le précurseur commun de biosynthèse à toutes les hormones stéroïdes. Et bien sûr, il y a un intermédiaire de synthèse, c'est la progestérone qui continue. Donc on continue la biosynthèse à partir de la progestérone pour aboutir dans la voie delta 4, si vous vous rappelez, pour aboutir à la testostérone puis l'œstradiol. D'accord? Ou alors la progestérone est aussi disponible et sécrétée par l'ovaire, d'accord, et elle passe dans la circulation générale. Et ces œstrogènes et la progestérone, bien sûr, exercent des rétrocontrôles au niveau hypothalamo-hypophysaire. Les œstrogènes et la progestérone, on va le voir de près tout à l'heure, donc avec des détails, ont des effets biologiques sur les tissus cibles, au niveau de l'endomètre, de la glaire cervicale, etc., et aussi au niveau des caractères sexuels secondaires. On va voir ça en détail sur les diapositives suivantes. Comment se passe la stéroïdogénèse ici au niveau du follicule ovarien? Eh bien, c'est la même cascade de biosynthèse qu'on a étudiée au niveau de la biosynthèse chez l'homme, comme la biosynthèse des hormones sexuelles au niveau du testicule. Alors maintenant, c'est le même schéma de biosynthèse. Ici, je le simplifie. Donc, en parlant de, ça c'est le follicule, donc un aspect schématique donc, du follicule, d'accord. Ici, on a la granulosa, avec les cellules de granulosa, l'ovocyte, la cavité du follicule, la membrane basale et la thèque interne qui est vascularisée. Voilà. La thèque interne synthétise les androgènes stimulés par la LH, la thèque interne synthétise les androgènes. Les androgènes, particulièrement la testostérone et aussi l'androstèniol. Ces androgènes passent dans les cellules de granulosa, d'accord, pour se transformer en œstrogène, particulièrement l'œstradiol qui passe dans le liquide folliculaire, dans la cavité, et au besoin, il est déversé repasse dans la circulation générale, d'accord. Mais le grand stock d'œstradiol, on l'a au niveau de la cavité du follicule, ici, d'accord. Et bien sûr, grâce à l'aromatase, l'enzyme d'aromatisation qui existe dans les cellules de granulosa et pas dans les cellules de la thèque interne. D'accord. Les cellules de granulosa donc vont aromatiser la testostérone ou l'androstèniol pour donner donc les œstrogènes qui passent dans la cellule, dans le liquide folliculaire. Et la testostérone, bien sûr, et l'androstèniol, les androgènes en général, se trouvent au niveau de l'arrêt de synthèse. À ce niveau-là, se passe au niveau de la thèque interne. Voilà, je le dis plusieurs fois pour que vous saisissiez comme il faut ce que je dis, et donc essayez de retenir cette cascade de biosynthèse. Alors, au niveau de la granulosa, donc le cholestérol donne la progestérone qui donne l'œstradiol, d'accord? Pardon, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, le cholestérol, il est prélevé dans le sang. Oui, désolé. Alors, le cholestérol, il est prélevé dans le sang, d'accord? Il se transforme en progestérone qui donne la testostérone. Là, c'est la cascade très simplifiée. Donc, on l'a vu je répète, dans la vidéo 1 pour la biosynthèse chez le mâle, donc au niveau du testicule. La testostérone, tout ça, ça se passe au niveau de la thèque interne, à ce niveau-là. Alors, cette première partie de biosynthèse se fait à ce niveau-là, ok? Et ça donne la testostérone qui passe dans la granulosa. Et grâce à l'enzyme aromatase qui est stimulée par la FSH, elle donne l'œstradiol. D'accord? Et ça passe dans le liquide
folliculaire. Ici, ce que je dis, c'est que le cholestérol donne la progestérone qui passe dans le liquide folliculaire. La progestérone peut aussi passer dans le liquide folliculaire. Ce qui est important à retenir, c'est les œstrogènes. Les œstrogènes, on distingue trois types qui sont les plus communs, les plus connus. Alors, l'œstradiol, l'œstriol et l'œstrone. Et c'est les plus actifs. Et le plus actif des trois, c'est l'œstradiol, 17-bêta. D'accord? Et en général, on connaît 6 œstrogènes. Mais les trois les plus actifs et l'œstradiol, le plus actif des trois, qui est l'œstradiol 17-bêta. Voilà. Alors, quel est le rôle de ces œstrogènes? Alors, d'abord, les œstrogènes, ça c'est la formule chimique, structurale des œstrogènes, des hormones stéroïdes œstrogènes. D'accord? Alors, ce sont des hormones stéroïdes qui ont 18 atomes de carbone. Regardez, on a numéroté tous les carbones. Ils ont 18 atomes de carbone. Et remarquez, par rapport aux androgènes, le premier noyau ici, il contient 3 doubles liaisons. D'accord? Il contient 3 double liaison. La formule chimique en chimie organique, on dit que c'est un noyau aromatique. C'est pour ça qu'on parle d'une aromatisation. Et l'enzyme qui transforme la testostérone en les androgènes en œstrogènes en général s'appelle l'enzyme aromatase. D'accord? Alors, ils sont sécrétés par les ovaires, par le placenta et par le testicule, bien sûr. On l'a dit dans l'autre vidéo. D'accord? Mais en petite quantité. Alors, les œstrogènes sont sécrétés en grande quantité chez la femelle des mammifères, en petite quantité chez les mâles. D'accord? Et inversement, beaucoup moins d'androgènes chez la femelle. D'accord? Alors, aussi, ils sont sécrétés par les glandes surrénales. Le plus actif, c'est le 17. C'est le stradiol 17-bêta, comme je viens de dire. D'accord? Diol de fonction alcool. D'accord? Triol, le striol, je ne l'ai pas représenté, il a 3 fonctions alcool. Et l'œstrone, il fonctionne cétone, c'est-à-dire on a une double liaison à ce niveau-là. Une double liaison, c'est une fonction cétone. D'accord? Et le développement, il permet, parmi les autres rôles physiologiques des œstrogènes, ils permettent le développement des caractères sexuels secondaires que vous connaissez et que je ne cite pas maintenant. D'accord? Alors, il permet aussi, les œstrogènes permettent la régulation du cycle menstruel et l'ovulation. C'est le pic d'œstradiol qui provoque le pic de LH qui provoque l'ovulation. On va voir ça tout à l'heure. Et permettent aussi le développement de la glande mammaire. Quel est le rôle physiologique des œstrogènes? Ça, c'est la suite. Au niveau cervical, c'est le col de l'utérus. On a la glaire cervicale qui est claire et filante pendant l'œstrus. Donc, ça permet d'avoir une glaire cervicale claire et filante pendant l'œstrus. Au niveau cervical, au niveau du col, le cervix, c'est le col de l'utérus. Au niveau de l'utérus, les œstrogènes stimulent l'activité contractile du muscle utérin, appelé myomètre. Aussi, permettent la prolifération de la muqueuse au niveau vaginal et permettent la croissance et le développement de la glande mammaire. Au niveau hypophyso-hypothalamique, les œstrogènes provoquent le pic de LH. D'accord? Et ce sont les œstrogènes aussi qui, chez les espèces qui ont un cycle œstral, provoquent l'œstrus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde la chronologie des événements, chez les espèces qui ont un cycle menstruel, il y a le pic d'œstradiol qui donne le pic de LH qui donne l'ovulation. Chez les espèces qui ont un cycle œstral, il y a le pic d'œstradiol qui provoque l'œstrus et donc, par la suite, donne juste quelques heures plus tard, provoque le pic de LH et donc on a l'ovulation. Les effets généraux des œstrogènes ils participent dans le métabolisme phosphocalcique, particulièrement la fixation du calcium au niveau osseux, la rétention osseuse du calcium, d'accord? Et participent au métabolisme hydrominéral, la rétention d'eau et du sodium, et ils ont une action, comme on a vu tout à l'heure, une légère diminution de la température au niveau de la phase folliculaire, la première phase du cycle, hypothermisme. Le rôle des gestagènes, alors je ne rentre pas ici, ça on l'a déjà vu dans
Bon, on peut le reprendre, donc les stéroïdes, on sait 21, donc ça je l'ai déjà mentionné pendant la première vidéo, donc je cite juste cette partie-là dans cette deuxième vidéo. Alors c'est particulièrement, on parle de la progestérone. Alors c'est la progestérone. Elle permet l'établissement et le maintien de la gestation, c'est-à-dire on a la formation du bouchon muqueux au niveau du col de l'utérus pour justement éviter la descente du fœtus pendant la grossesse, pendant la gestation, d'accord? Et la descente de l'œuf dans les trompes utérines, permet la descente de l'œuf dans les trompes utérines, stimule les sécrétions utérines, permet la quiescence de l'utérus. La quiescence, c'est le repos de l'utérus pendant toute la grossesse chez la femme et donc la gestation en général chez les mammifères, le repos du muscle utérin pour qu'il n'y ait pas de contraction et donc d'expulsion du fœtus, et permet le développement des glandes mammaires et aussi prépare à la parturition. D'accord? Les autres rôles, on les a déjà interprétés dans la vidéo précédente, la première vidéo. D'accord? Maintenant, on va voir comment se fait l'évolution de ces hormones pendant le cycle. Alors, regardez, ça c'est la phase folliculaire et ça c'est la phase lutéale, le développement des follicules, l'ovulation, le développement du corps jaune après l'ovulation, c'est la phase lutéale. Donc, les hormones, comment ils se manifestent, comment ils évoluent pendant le cycle. Eh bien, on a une augmentation de sécrétion d'œstrogène jusqu'au pic de LH qui provoque l'ovulation. Pendant cette augmentation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, cette augmentation est due au développement des follicules. Les follicules, ils sont de petite taille, ils sécrètent peu d'œstrogène, d'accord? Et donc, plus ils grandissent de taille et plus ils développent plus de cellules de granulosa et donc plus de sécrétion d'œstrogène. Ici, c'est le développement du corps jaune. C'est la phase de développement du corps jaune. Pendant cette phase de développement du corps jaune, eh bien, les œstrogènes, la sécrétion d'œstrogène est plus basse, d'accord, par rapport à la phase folliculaire. Et ces œstrogènes sont sécrétés par le corps jaune. Parce qu'ici, il n'y a pas de follicule chez la femme. Il n'y a pas de développement folliculaire chez la femme. Par comparaison, à la vache, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, il y a un développement folliculaire même pendant la phase lutéale. Mais ces follicules n'ovulent pas parce qu'il y a un corps jaune. D'accord? Alors, contrairement à la femme, le développement folliculaire se fait pendant la phase folliculaire. Et il n'y a pas de développement folliculaire pendant la phase lutéale. D'accord? Et pendant la phase lutéale, les œstrogènes qu'on trouve ici, ils sont sécrétés par le corps jaune. Voilà. Et justement, on assiste à une grande sécrétion de progestérone à ce niveau-là, pendant la phase lutéale, par le corps jaune. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de progestérone parce qu'il n'y a pas de corps jaune, tout simplement. Maintenant, les hormones hypophysaires. En commençant par la FSH qui est l'hormone folliculostimulante, donc qui stimule le follicule, folliculostimulante, et la LH, c'est l'hormone qui lutéinise le follicule. La LH, c'est l'hormone lutéinisante. D'accord? Alors, pour la FSH, voici ses concentrations dans le sang. Et pour la FSH, je dis bien la FSH, et pour la LH, elle a un pic juste avant, quelques heures avant le 14e jour. Donc, la moitié du cycle, on a le pic de LH. C'est le pic de LH. Et ce pic de LH, il précède, regardez, ici, qu'est-ce qu'on a? L'ovulation. Et le pic de LH vient juste avant l'ovulation, c'est-à-dire que c'est le pic de LH qui provoque l'ovulation. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, là, c'est... Non, pardon, ça va être par la suite, alors. Alors, les œstrogènes. Alors, regardez, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, les œstrogènes, regardez, le pic d'œstrogène. Le pic d'œstrogène, il vient juste avant le pic de LH et juste après, on a l'ovulation. Pic d'œstradiol, pic de LH, ovulation. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. C'est-à-dire que ici,
bah là j'ai pas mentionné les œstrogènes. C'est-à-dire que ici on a le pic d'œstradiol, le pic de LH et après on a l'ovulation. Voilà, pente ovulaire. Alors justement sur ce schéma-là, donc je rassemble les deux. Voilà. Alors regardez, ici on a la représentation de l'évolution des hormones FSH et LH dans le cycle. D'accord? FSH, LH, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les hormones ovariennes, les œstrogènes et la progestérone dans le cycle, comme on a vu tout à l'heure. Alors regardez, si on regarde les rétrocontrôles maintenant, comment ça se fait? Les rétrocontrôles de ces œstrogènes progestérone au niveau hypophysaire pour contrôler la FSH et la LH, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a, dans cette phase-là, du jour 0 jusqu'au jour, la première semaine du cycle, on a un rétrocontrôle négatif. Pourquoi un rétrocontrôle négatif? Parce que les œstrogènes, ici on n'a que les œstrogènes, on n'a pas de progestérone. Les œstrogènes sont en faible quantité. Eh bien, les faibles quantités d'œstrogènes exercent un feedback négatif sur la LH, la FSH aussi, mais surtout la LH. On parle de la LH là. D'accord? Il y a peu de LH. D'accord? C'est un rétrocontrôle négatif. À partir du moment où le follicule augmente de taille, d'accord? Il est sélectionné, augmente de taille, sécrète beaucoup d'œstrogènes. La grande concentration d'œstrogènes exerce un feedback positif au niveau de l'hypophyse antérieure pour la LH et la FSH. Regardez l'augmentation de la LH et la FSH. Et donc, on assiste ici à une augmentation. Voilà, c'est donc un rétrocontrôle positif. Voilà. Et ce rétrocontrôle positif est là. D'accord? Et après, donc, on a une valeur seuil. Quelle est cette valeur seuil? La valeur seuil, le minimum pour qu'il y ait une stimulation, c'est cette valeur-là d'œstradiol, en général les œstrogènes, d'accord? Surtout, c'est l'œstradiol 17 bêta, d'accord? Et donc, voilà, c'est à ce niveau-là que commence le rétrocontrôle positif. Il faut un minimum d'œstradiol pour donner le rétrocontrôle positif. Et après, bien sûr, une fois il y a eu ovulation, il y a retour au rétrocontrôle négatif parce que les œstrogènes diminuent sous le seuil. Ici, on a toujours le rétrocontrôle positif parce qu'il y a toujours une concentration d'œstradiol qui est au-dessus du seuil. Quand la valeur d'œstradiol diminue au-dessus de ce seuil, eh bien, on assiste au rétrocontrôle négatif. Alors, maintenant, il y a aussi dans ce contrôle des peptides ovariens, d'accord, qui contrôlent ce système-là au niveau du cycle. Et donc, les peptides ovariens, et on va voir quel est c'est-à-dire le rapport entre ces peptides ovariens et la sécrétion de FSH. Eh bien, l'inhibine et la follistatine diminuent, tandis que l'activine et le transforming growth factor bêta stimulent. Alors, l'inhibine et la follistatine, ils exercent un effet inhibiteur au niveau hypophysaire et au niveau ovarien. D'accord? L'activine, un contrôle positif, stimulateur au niveau ovarien et au niveau hypophysaire. Je répète, l'inhibine et la follistatine diminuent, donc inhibent, tandis que l'activine et le TGF-bêta stimulent la sécrétion hypophysaire de FSH. D'accord? Voilà, donc c'est ce volet-là. Ok? Et à ces boucles endocriniennes s'ajoutent des régulations locales, les régulations locales intra-ovariennes. Ici, on a représenté la granulosa pour dire l'ovaire. D'accord? Intra-ovarienne. À ces boucles endocriniennes s'ajoutent des régulations locales intra-ovariennes. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces régulations? Ils renforcent et modulent. Qu'est-ce qu'ils modulent? Eh bien, l'inhibine, par exemple, elle diminue la sécrétion de la FSH par l'hypophyse. Et au niveau ovarien, qu'est-ce qu'elle fait, l'inhibine? Au niveau ovarien, elle inhibe la stimulation de l'aromatase par la FSH. Elle inhibe la stimulation de l'aromatase par la FSH. D'accord? Et le TGF-bêta, il a l'action inverse, c'est-à-dire que le TGF-bêta, il stimule, il potentialise, donc il amplifie, il stimule la stimulation, c'est-à-dire il amplifie la stimulation de la FSH au niveau de la cellule de granulose.
Voilà, je répète. L'inhibine, par exemple, diminue la sécrétion de la FSH par l'hypophyse au niveau ovarien, au niveau local, au niveau ovarien. Eh bien, il inhibe la stimulation de l'aromatase par la FSH. Alors que le TGF-bêta, c'est-à-dire stimule la stimulation de l'aromatase par la FSH. Et donc, renforce l'effet FSH. Voilà. C'est une potentialisation de l'effet FSH. Voilà, donc avec ce dernier message, je termine cette troisième vidéo et je vous remercie.